En 1978, aux USA, l'industrie de ce qu'on peut appeler l'additif alimentaire pesait 1,3 milliard de dollars. 30 ans plus tard, alors que la toxic food a terminé de coloniser nos assiettes, cette activité en dollars constants dépasse les 6 milliards de dollars. Donc on va parler des additifs alimentaires. Qu'est-ce qu'un additif alimentaire? Définition. On appelle additif alimentaire toute substance non consommée habituellement en tant qu'aliment en soi, qu'elle ait ou non une valeur nutritive, et dont l'addition intentionnelle dans une denrée alimentaire, dans un but technologique ou organoleptique, a pour effet qu'elle devient un composant de cette denrée. Donc après, j'ai trouvé sur le site de l'ANSES une définition qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Je vais vous la lire. Un additif n'est autorisé en alimentation humaine que s'il ne fait pas courir de risque au consommateur aux doses utilisées. Là, je me dis, tiens, mais la preuve de leur innocuité ne suffit pas. Pour pouvoir être utilisée, une substance doit aussi faire la preuve de son intérêt. Ainsi, les additifs alimentaires ne sont approuvés que si l'effet technologique revendiqué peut être démontré. Leur emploi n'est pas susceptible de tromper le consommateur. Je répète, leur emploi n'est pas susceptible de tromper le consommateur. On est en plein dedans. Et ça, c'est sur le site de www.anses.fr. Donc là, je me suis dit, on a un gros problème. La question suivante est comment se repérer dans la jungle des additifs qui sont de plus en plus nombreux? Il y a deux solutions. Soit vous cuisinez tout ce que vous allez manger en évitant les additifs, soit vous munissez de mon livre et vous faites vos courses avec et vous allez manger chez vos amis avec mon livre. Car en cas de période de désintoxication à l'aspartame, il faut absolument l'éviter à tout prix, au moins les 60 premiers jours. Et si votre ami vous sert un verre de limonade dont il a mis la bouteille dans la cuisine, il faut demander à voir la bouteille très sérieusement, parce qu'il y a souvent marqué limonade aux édulcorants, derrière E951. Donc E c'est pour Europe, et le chiffre c'est pour désigner le code de l'additif. De plus en plus d'industriels, on ne les citera pas, ils sont tous sur la table, ne mettent que le nom et plus le code, par exemple dans des yaourts. Donc là on va mettre édulcorant E950, E951, comme ça on ne voit pas marquer le mot aspartame. Dans les chewing-gums, en général, c'est le mot aspartame, malheureusement. Et dans des médicaments, vous avez les trois. Vous avez le code, le nom aspartame sans E, et la phrase contient une source de phénylalanine pour les gens qui sont allergiques à la phénylalanine. On dit souffrir de phénylcétonurie. Donc c'est 2-3% de la population, et eux, il faut vraiment qu'ils évitent l'aspartame. Ils ont de la chance, quelque part. Donc après, il faut aussi beaucoup de volonté. Parce qu'il y a beaucoup de gens que vous rencontrerez même dans vos proches qui vous diront « Il faut bien mourir de quelque chose, laisse-moi manger ce produit, j'adore ça ». Donc là, c'est trop tard. Il faut passer à la prochaine personne et peut-être qu'un jour, celle-là se réveillera en espérant qu'elle n'ait pas une maladie grave. Quoi de neuf dans l'actualité des additifs? Il y a de nombreux édulcorants qui sont de plus en plus mis sur le marché et aussi, on a des produits comme ça, je vais vous montrer, mais sans dire la marque. Donc moi, ça commence à... Voilà. Tout le monde a connu malheureusement ce genre de petite boîte-là, n'est-ce pas? Qui est petit à petit remplacée par cette boîte-là. Donc, il ne faut pas plus faire confiance que ça. La différence, c'est qu'ils disent qu'il y a un petit peu de stevia dedans. Qui a entendu parler de la stevia? Quand même. Bon. Donc la stevia, j'en cultive chez moi en pot. Ça pousse très bien en France. Et j'utilise les feuilles de mon plant stevia ou j'achète des feuilles de stevia françaises séchées. Et là, j'utilise pour faire certains cosmétiques, certains bonbons, certaines boissons, certains gâteaux. Mais je n'irai pas m'amuser à prendre ce genre de produit. C'est déjà presque un scandale en Angleterre et aux États-Unis depuis un moment. Et c'est le même distributeur pour ces deux produits. Souvent, il y a de la maltodextrine. Là, il y a du lactose dans celle-là. Il y a un extrait de stevia, mais ils ne disent pas le pourcentage. Il y a de la MCM réticulée. Et la maltodextrine pose un problème parce qu'il y a du glutamate libre dedans. Et il y a des anti-agglomérants, sels de calcium, d'acide gras, dioxyde de silicium. Est-ce qu'on peut se passer d'additifs alimentaires? On aura à peu près 30% de glutamate monosodique. Oui. Excuse-moi, vous avez mentionné qu'il y a du glutamate là-dedans? Dans la maltodextrine et dans l'arôme naturel. Voilà. Dans la maltodextrine est un produit dérivé de blé ou de maïs qui sert de sucre lent et qui est hydrolysé. Il y a une page entière sur ce sujet dans mon livre.
Mais lors de l'hydrolysation, il ne retire pas toute la protéine et là, ça se transforme en molécules de glutamate libre. Donc les gens qui sont sensibles au glutamate, il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus allergiques, il faut vraiment qu'ils évitent aussi les sources de maltodextrine. Or, la maltodextrine est présente en énorme quantité dans les produits pour les sportifs qui prennent des suppléments pour les muscles, dans les produits pour les bébés, il est en poudre notamment, avec la lécithine de soja, et ça c'est un scandale, et aussi dans même des produits pour bébés en produits bio. Je vais vous parler aussi des colorants, qui sont souvent de synthèse ou remplacés de plus en plus naturellement. Si je prends l'exemple de ce produit qui est sorti l'été dernier pour attirer les petites filles, c'est quand même extraordinaire, je n'ai pas mangé la glace, je vous rassure tout de suite. Là, il y avait une glace, d'accord, 2,50 €, c'est quand même cher le kilo. Et l'année d'avant, ils avaient fait ça, pour les petits garçons bien sûr. Vous devez connaître malheureusement. Voilà, donc ça c'est très grave. Et l'été dernier, c'était ça. Alors vous allez bien rigoler parce que figurez-vous que les petites billes qui sont dans le tube, qui sert de manche bien sûr, ce sont 20 petites boules dont les colorants sont du citron pour le jaune, du radis pour le rose, soi-disant, et de la patate douce pour le orange. C'est marqué, hein, mais en petit, d'accord? C'est toujours écrit en petit. À l'intérieur, ce sont 20 chewing-gums à l'aspartame. Donc l'enfant mange ou a mangé la glace, en poussant petit à petit la glace vanille fraîche, je ne dis même pas tout ce qu'il y a dedans. Et après, il fait... Évidemment, il ne va pas attendre 2 semaines pour manger les 20. Je ne vous raconte même pas ce que ça fait au cerveau de l'enfant dans les 2 heures qui suivent. Dès les années 1970, les premières études au niveau international ont mis en évidence que les colorants pouvaient provoquer des troubles du comportement chez l'enfant, dont l'hyperactivité. On en a parlé en France à l'époque, au milieu des éducateurs spécialisés, et c'est tombé dans l'oubli. Il y a trop d'argent en jeu, vous en doutez. En 2008, une nouvelle étude en Angleterre a exposé à nouveau que certains colorants pouvaient provoquer de graves troubles du comportement chez l'enfant. Dans les années 1970, en France, il y avait un toxicologue qui avait dit aussi que petit à petit, à force de consommer ces colorants, ça pouvait provoquer à la longue des cancers. Et ça, on n'en a pas trop parlé. Je ne sais plus son nom, il est dans le film Notre poison quotidien. J'ai oublié de prendre son nom. Donc du coup, depuis 2008 en Angleterre, je ne dis pas qu'on mange idéalement en Angleterre, loin de là, certains additifs sont en cours d'interdiction, comme le E102, 104, 110, 122, 124 et 129. Donc, je répète, 102, 104, 110, 122, 124 et 129. Colorant azéique. Voilà, colorant chimique. Et donc, du coup, en France, vous rassurez-vous, il y a vraiment peu de colorants interdits. Il y a eu une étude à Liverpool, toujours en Angleterre, par le professeur Vivian Howard. Donc, moi, j'ai découvert cette étude juste avant que le livre sorte, et je pouvais rajouter. Donc, j'ai tout de suite appelé le professeur, et je lui ai demandé si c'était pas une blague. Parce que là, les résultats, c'était assez choquant. Donc, pendant 3 ans, ce professeur, qui a fait cette étude, qui a été subventionnée par une société qui fait des produits bio pour bébés en Angleterre, a mélangé du E104, jaune de quinoléine, avec de l'aspartame, E951. Ces 2 additifs sont dangereux. Mais une fois mélangés, ils sont 7 fois plus dangereux que séparément. J'ai bien dit 7 fois plus dangereux. Donc là, ça commence à faire peur. Après, il a mélangé du E621 au glutamate monosodique avec le bleu brillant FCF ou E133. Et là, il a vu que ça devenait 4 fois plus dangereux. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, j'ai commencé à faire les allées des supermarchés pour trouver où il y avait ces produits. J'ai pas eu longtemps à attendre, parce qu'en mars 2006, il y a eu, sans que vous le sachiez, une forte augmentation de la production d'aspartame en France et au Japon. Donc, la société qui fabrique l'aspartame en France et le glutamate monosodique un peu partout dans le monde aussi, c'est celle-là, s'est mise à fabriquer 4000 tonnes en plus. On est passé de 6000 à 10 000 tonnes par an entre la France et le Japon pour un investissement de 43 millions d'euros. Quelques mois plus tard, une autre société, que je ne citerai pas, a sorti des chewing-gums au cœur tendre. Et dans celui à la chlorophylle, on se retrouve avec le fameux mélange aspartame E104, E133 et glutamate. J'ai eu de plus en plus de victimes de l'aspartame 2 ans plus tard. Et je suis en train d'observer depuis 1 an qu'au niveau de la chute des cheveux, du comportement, du vieillissement de la peau, ça va beaucoup plus vite qu'avant. En France, depuis 2007, et là c'est très sérieux et très grave, la France est devenue le plus gros consommateur de pays au monde, le pays où on consomme le plus de chewing-gum au monde après les Américains.
On en est à 13 millions de chewing-gum mâchés par jour en France en 2007. Donc je ne sais pas aujourd'hui en 2012, peut-être plus. Les plus gros consommateurs sont les enfants et les adolescents. J'ai au moins 2-3 emails par semaine de professeurs de collège ou de lycée qui m'envoient des mails pour me dire les élèves mâchent chewing-gum sur chewing-gum, même si on leur demande de les jeter, ils en remettent 3 dans la bouche. Ça donne des élèves, et je suis très sérieuse, dès l'âge de 6 ans, qui ont les jambes qui tremblent en cours, et ça j'en ai encore vu hier dans le train. Donc le syndrome de la jambe qui tremble est lié à la consommation d'aspartame. Ça donne des élèves qui s'endorment en cours sur la table à 6 ans parce qu'ils boivent 8 à 10 verres de soda light par jour à la maison. Et ça donne des élèves qui ne peuvent plus se concentrer et qui ont de graves troubles du comportement, entre autres. Et quand on ne sait pas, c'est pas la faute aux consommateurs. C'est la faute aux autorités sanitaires qui laissent faire et aux gouvernements respectifs qui ne font rien. Parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Donc c'est par le bas qu'on arrivera à changer le système. Donc si vous allez sur mon site, vous aurez le plaisir de pouvoir voir aussi un dossier sur l'huile de palme. Elle est présente en Europe dans un produit alimentaire empaqueté sur 2. Dans des savons, dans des cosmétiques et même dans des bougies, j'en ai vu. Certains carburants aussi. Cette huile, après raffinage, cuisson et hydrogénisation, contient au moins 50% d'acide gras trans. On l'accuse donc d'augmenter le taux de cholestérol ainsi que des risques de cancer. Malheureusement, trop de produits bio encore en contiennent, même s'ils disent que c'est bio. Je vais vous parler d'une autre huile qui pose problème et qui est quasiment invisible. L'huile de soja. Qui a vu des bouteilles d'huile de soja en vente en magasin bio? Moi, j'en ai vu. Donc le soja, ça va être un problème, et j'espère le plus tôt possible. Il y a soja et soja. Donc on a la lécithine de soja, qui sert d'émulsifiant dans des millions de produits alimentaires, principalement dans les chocolats industriels. Ça, c'est très intéressant. Donc là, on va vous dire que ça sert d'émulsifiant, que la lécithine a été traitée pour retirer les protéines et qu'il n'y a pas d'effet. Or, il y a un livre qui est sorti aux États-Unis qui s'appelle The Whole Soy Story du docteur Kayla Daniello. Elle a même un site. Et quand j'ai lu ce livre, bon, moi ça fait 7 ans que je sais que le soja c'est du poison grâce au professeur Blaylock, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est un ancien neurochirurgien nutritionniste aux États-Unis et qui m'avait déjà dit il y a 7 ans le soja c'est du poison. Donc là, dans cette lécithine de soja, le souci c'est que c'est caché dans les chocolats industriels, mais même dans les chocolats en vente à emporter. Quand c'est de la vente à emporter, il n'y a pas obligation de donner pour le moment les ingrédients. Ça peut être des bonbons au kilo, 25-30 € le kilo, n'est-ce pas? On les connaît tous. Il y en a dans les gares, malheureusement. Ça, à Paris, ça peut être aussi du chocolat. Vous savez, ces petits chocolats adorables de toutes les formes, toutes les couleurs, chez le maître chocolatier, qui est vendu des fois à 10 € les 100 grammes. Et là, vous choisissez vos chocolats, on ne vous dit pas ce qu'il y a dedans, c'est de la vente à emporter. Ils sont quasiment tous à la lécithine de soja. Ce que j'ai remarqué chez des maîtres chocolatiers, et pas des moindres, c'est que quand ils mangent leur propre chocolat, ils sont accros. Ils sont dépendants de leur propre chocolat, parce que le soja provoque l'addiction. C'est incroyable. Et le maître chocolatier que j'ai rencontré à Bruxelles, dans un grand institut, prenait pour compenser des sucrètes, des édulcorants de table connus, des yaourts à l'aspartame. Voilà, le serpent se mord la queue, vous voyez. Et là, une autre maître chocolatière que j'ai rencontrée en France, elle prenait des bonbons suisses aux plantes bienfaisantes à l'aspartame et des chewing-gums sans sucre pour compenser son addiction à son propre chocolat. Or, en France, on a de la chance, on a quelques maîtres chocolatiers qui sont cités dans mon livre, qui n'utilisent pas de soja dans leur chocolat. Donc, il y a de plus en plus de produits de chocolat bio où il y a marqué sans lécithine de soja. Et là, je vous garantis, j'en mange de temps en temps, il n'y a pas d'addiction. Et il n'y a pas de soja. C'est quand même incroyable. Donc, j'ai eu un cas d'une jeune femme de 27 ans qui consommait 4 à 5 plaquettes de chocolat industriel par jour, sans prendre d'aspartame à côté, et qui a un nodule à la thyroïde. Le soja fait énormément de problèmes à la thyroïde, plus d'autres symptômes dont je vais vous parler, et qui sont bien décrits dans le livre du docteur Daniel. Donc, il y a ce problème-là dans les produits industriels, il y a le problème des gens conscients de leur santé, qui essayent de manger bio, entre guillemets, et qui vont essayer de remplacer les produits laitiers et la viande par des centaines de produits à base de soja. Alors là, je ne vous dis même pas les dégâts. Les cheveux m'en tombent. J'en ai vu des dizaines et des dizaines. Donc il y a des jeunes, on va commencer par les petits, les enfants,
qui vont, papa, maman, ben, arrête le lait de vache, donc donne du lait de soja, édulcoré au jus de pomme ou autre, etc. Et même au chocolat maintenant, tous les parfums, vanille et autres. Et là, les enfants vont avoir des problèmes de puberté précoce, d'allergie, de migraine, de surpoids, etc. Donc des cas de plus en plus petits. Il n'y a pas que le plastique qui pose un problème, comme on a montré dans certains reportages à la télé. Il y a aussi le soja. Ça, on ne va pas trop en parler parce qu'il y a beaucoup d'industries en France. Après, on prend les jeunes femmes, les jeunes filles 19-20 ans, qui remplacent soudainement le lait de vache par du lait de soja tous les jours. Là, elles n'ont plus leurs règles. Pendant des mois, voire des années, autant qu'elles prendront du soja. Après, on va prendre les femmes d'un certain âge, qui disent le soja c'est bien pour une santé, la ménopause, etc. Donc là, elles commencent à prendre un peu de soja au petit déjeuner, puis elles rajoutent au dessert à midi, puis un peu de tofu pour remplacer la viande, puis de la sauce sur la salade, alors là, il y a des bouteilles entières. Et puis le soir, on recommence, et puis il y a des mamans qui me disent à 40-50 ans, je ne mange que ça. Je ne vous dis même pas dans l'état où elles sont. C'est impressionnant. Donc après, il y en a une, par exemple, à Toulon, qui prenait du lait de soja depuis 10 ans. Le soja fait aussi des migraines, comme l'aspartame, comme le glutamate. Et elle souffrait de migraines depuis 10 ans. Il n'y a pas un thérapeute qu'elle a vu pendant 10 ans qui lui a dit que ça venait de là. Donc, elle a commencé à avoir de plus en plus de migraines. On lui a donné quoi? Un médicament qui est sur le poster qui est là, à 53 € les 12 comprimés, à l'aspartame pour passer les migraines. Pendant 3 ans. L'aspartame est cancérigène, vous vous souvenez? Donc du coup, elle prenait son soja le matin plus un médicament à l'aspartame. Et donc, elle a eu un nodule à la thyroïde qu'on voit sous la peau, il est gros comme un grain de raisin. Et donc là, on allait lui mettre un médicament pour la thyroïde à vie pour calmer la thyroïde. Donc si au début, elle avait su pour le soja, je crois qu'on ne serait pas là à 47 ans. Donc il y a eu des centaines d'études d'épidémiologie qui ont montré que le soja pose des problèmes d'allergie, de malnutrition, de troubles digestifs, problèmes de la thyroïde, mais je ne le compte même plus. Des problèmes cognitifs, des problèmes de comportement, des problèmes d'infertilité, c'est une catastrophe. Des troubles cardiaques, certains cancers. On en a en France, hein, j'ai des thérapeutes qui me rapportent des cas de cancer en phase terminale après 10-15 ans de soja. Hein. Et des cancers à répétition sous soja. Sans parler de problèmes de la peau, de cheveux, ongles. Or, l'aspartame agit aussi sur les cheveux, la peau, mais pas les ongles. Et les problèmes de surpoids, c'est assez impressionnant. Donc du coup, tous les symptômes sont bien expliqués dans ce livre et toutes ces histoires de corruption et de conflits d'intérêts aussi, c'est impressionnant. Donc les deux additifs les plus utilisés et les plus décriés dans le monde, sauf trop en France, sont, vous vous en doutez, l'aspartame et le glutamate monosodique. Donc aspartame, je répète, E951, qui est quand même un scandale en France depuis 1 an à peine, et son cousin, le glutamate monosodique ou E621. Pour le glutamate, ça se complique, messieurs, dames. Il se cache sous 30 à 40 noms différents. Il existe depuis 1909. J'ai bien dit 1909. Et selon le professeur Blaylock, dont je vais vous parler tout à l'heure, les quantités auraient été augmentées par 2 ou 3 tous les 10 ans. On se retrouve aujourd'hui avec des produits industriels qui contiennent des fois 5, 6, voire 7 sources différentes de glutamate monosodique dans un seul produit. Au départ, on a dit que c'était le syndrome du restaurant chinois, donc il suffisait de ne pas manger au restaurant chinois pour pouvoir en manger. Mais c'est aussi les cubes, les plus connus et les moins connus, même en bio, où là, ça se cache sous le mot extrait de levure. Là, il y a eu quand même un bon reportage sur ce sujet il n'y a pas très longtemps en France, il y a 3-4 mois. Je ne sais plus quelle chaîne encore. Ils ont été jusqu'en Allemagne pour filmer des experts allemands, parce qu'en France, il n'y en a pas un qui va en parler, surtout pas. Et donc, du coup, cet expert allemand disait bien que l'extrait de levure contenait du glutamate monosodique. Et c'est très bien expliqué dans un livre que j'aime beaucoup, Le mensonge alimentaire, du docteur Hans Ulrich Grimm, qui date de 2006, chez Très Daniel, où il parle à la page 55, donc il reprend les mêmes experts dont je vais vous parler tout à l'heure que moi par rapport à l'aspartame au glutamate. Il parle beaucoup aussi de colorants et autres. Et donc, page 55, c'est lui qui le dit, donc je vais vous le lire. Lui, il est bien entouré. Il dit « Mais parce que le mot glutamate a mauvaise presse dans les milieux du bio, il n'y apparaît pas sur l'étiquette. Le glutamate est alors déguisé, par exemple, dans les cubes de potage bio du géant écologique Rapunzel, sous l'appellation extrait de levure. Il n'y a pas que Rapunzel. Donc quand vous voyez extrait de levure, qu'il n'y a pas de petite étoile à côté, que ce n'est pas bio, je vous encourage à reposer le paquet. Ça provoque une addiction. Donc, j'ai un exemple, j'ai des lectrices qui m'ont offert ça. Bien sûr, je n'en mange pas. J'en ai mangé il y a 15 ans en Angleterre, mais je ne sais pas s'il y en avait dedans. Et elles sont accros à ça. Elles ouvrent la boîte, sur les tartines, ça y va, c'est parti. Il y a d'autres marques. Et là, il y a extrait de levure dedans. C'est du pâté végétal. Et elles sont vraiment accros, quoi.
Elles sont vraiment, il y a l'addiction. Il y en a une qui était sensible au glutamate, qui n'avait pas vu que ça en était, et qui avait des réactions dans les quarts d'heure qui suivaient. Donc gonflement, réaction cutanée autour de la bouche, migraine, nausée. Ces deux additifs, l'aspartame et le glutamate monosodique, font partie de la tristement célèbre famille des excitotoxines. Qui a entendu parler des excitotoxines? Bon, une personne, 2, 3, 4. C'est un terme qui a été créé par le professeur John Olney, qui est aux États-Unis, qui est encore en vie, qui a à peu près 78 ans, et qui avait fait pendant des années des recherches sur le glutamate monosodique et qui avait prouvé que ça a provoqué des problèmes de vue et des problèmes de neurotoxicité. Donc c'est capable d'aller dans le cerveau, d'exciter les neurones et de les faire exploser pendant plusieurs heures après chaque dose. Le docteur Schwartz est l'auteur de ce livre. Ce livre a 20 ans. Il n'a jamais été traduit en français. Bon, c'est un peu tard peut-être. Et c'est un livre de référence sur le glutamate monosodique, vous vous rendez compte? Et on voit beaucoup ce docteur dans ce film, avec des enfants de 8 à 10 ans qui souffrent d'effets secondaires assez violents liés au glutamate. Et quand ils arrivent à l'hôpital aux urgences, on leur dit réaction au glutamate monosodique. Ah oui, c'est dans le reportage. Hein. Et c'était il y a 21 ans aux États-Unis. J'aimerais bien savoir si en France, certains médecins sont conscients des effets secondaires du glutamate et peuvent dire à des parents, ben tiens, votre enfant a réagi au glutamate. Donc ça va très vite chez un enfant, plus ils sont petits, plus ça va vite, ça peut réagir dans les 10 à 15 minutes après ingestion. Et le professeur John Olney avait dit, il y a à peu près 45 ans, que si on laissait autant de glutamate monosodique dans la nourriture industrielle, nous assisterions à une épidémie mondiale d'obésité et de diabète, puisque cet exhausteur de goût agit sur le diabète. Et donc du coup, on pourrait remplir une pièce comme ça de références scientifiques rien que sur le glutamate monosodique sans problème. Et les preuves sont là depuis des dizaines d'années et plus. Donc c'est vraiment un produit neurotoxique qui agit aussi sur le cœur. Il y a de nombreux tests scientifiques, j'en ai même avec moi, qui expliquent comment ça détruit les récepteurs de glutamate. Le professeur Blaylock est passé à la télé aussi en 2007 et 2006 pour expliquer que l'aspartame peut déclencher un cancer et le glutamate monosodique nourrit la tumeur cancéreuse qui grossit comme un feu de paille. Donc ces deux additifs sont énormément utilisés. L'aspartame est utilisé environ, en ce moment on ne sait plus trop, entre 6 à 8 000 produits alimentaires contiennent aujourd'hui dans le monde de l'aspartame et entre 300 et 500 médicaments, même pour bébés. Donc avec le professeur italien Morando Sofriti et le professeur Russell Blaylock, on aimerait bien qu'il n'y ait plus de médicaments pour bébés à l'aspartame. Je vous fais passer cette boîte-là et je vais vous lire avant ce que j'ai noté dessus, parce que c'est un médecin que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, début décembre à Paris, lors d'une table ronde, qui a prescrit aussi ce médicament, qui est l'aspartame pour nourrissons et enfants. Et donc ce médecin a lui-même dit que c'était un médicament souvent prescrit à tort et classé en tant qu'antibiotique. Donc c'est un antibiotique céphalosporine de 3e génération, à un très large spectre. Je répète, c'est un antibiotique céphalosporié de 3e génération à très large spectre qui tue beaucoup de bactéries différentes. Le problème, c'est qu'il tue aussi beaucoup d'enfants. Il y a vraiment des décès? Ah ben, c'est obligé. Le professeur Sofriti avait fait une étude sur des rats enceintes. Une dose, un peu d'aspartame une fois pendant la grossesse pour faire un cancer chez l'enfant après la naissance. Imaginez un bébé de 3 mois à qui on donne ça ou de 6 mois ou 1 an pour une otite ou une bronchite. Ah ben, il est connu. Hein. Ils ont fait une nouvelle formule générique avec aussi de l'aspartame dedans. Donc au ministère de la Santé, on me dit c'est pas grave, ils en prennent que 5-6 jours. Ah ben c'est leur raisonnement. Voilà, mais donc du coup, ça suffit. Ah ben pour un enfant, ça suffit. Alors moi j'ai eu beaucoup de cas d'obésité morbide à cette boisson marquée 0 à la fin. Et j'ai eu le cas d'un jeune homme de 23 ans qui en buvait depuis 2 ans. À sa sortie, c'était 2006 je crois. Et au bout de 2 ans, il était à 125 kg. Il n'y avait pas d'obèse dans la famille. Il buvait 6 canettes par jour et il passait ses nuits sur Internet parce qu'il ne dormait plus. Et c'est le père qui lui a acheté pensant bien faire. Mais il était dans un état d'obésité morbide, là oui. Oui. Souvent les gens l'achètent parce que... Alors oui, alors moi ce que j'ai rencontré des milliers et des milliers de victimes de l'aspartame en France, hein, parce que je suis sur le terrain. Et donc du coup, j'ai observé un phénomène assez intéressant du côté scientifique, s'il faut arriver à se détacher des victimes. Hein. Donc quand c'est une addiction principalement aux bonbons, à l'aspartame il y en a une marque, vous connaissez tous, et au chewing-gum, je n'ai jamais vu, je dis bien jamais vu de surpoids. Jamais. Ça va à des dizaines de boîtes parfois par jour de chewing-gum. Hein.
Et donc, par contre, quand il n'y a pas de surpoids, mais il y a plus de troubles psychiatriques, donc crise d'angoisse, TOC, obsession, paranoïa, ça va jusqu'à la schizophrénie. Hein. Il y a plus de problèmes de vue, de peau des fois, et plus de troubles internes au niveau articulaire, donc dos, épaules, genoux, parce que l'aspartame attaque les articulations et élimine le calcium des os par les urines. Et donc, il y a plus de problèmes cardiaques et de thyroïde. Donc, c'est comme un alien qui détruit l'intérieur. Pourquoi? Le professeur Roberts, que vous avez en photo aussi là-bas, qui est l'auteur de ce livre, que je prends la peine de trimballer avec moi, il ne sera jamais en français, n'y attendez pas. Il est là, Dr Roberts, très bien. Il a bien pris sa leçon. Et donc, voilà. Dr Roberts a été filmé par une journaliste célèbre qui a fait un film qui s'appelle Notre présent quotidien. Il n'est pas dans le film. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous voulez dire qu'elle l'a censuré? Ou alors on l'a encouragé à censurer. Ah bon? C'est très grave. Parce que ce docteur a maintenant presque 90 ans, il est souffrant du cœur maintenant, et je pense qu'il ne fera plus beaucoup d'interviews. Et j'espère qu'elle a gardé le film. Il est dans le livre, par contre, qui va avec le film, et très peu de gens ont déjà vu le film, et encore moins lu le livre. Donc voilà. Donc ce docteur Roberts, avec qui j'étais en contact, je vais vous dire quand, parce que j'ai gardé l'email, en 2006, a écrit ce livre qui a 10 ans. Il s'appellerait en français, il fait les pages jaunes, ouais. La page jaune de l'aspartame, voilà. Les pages blanches, on va dire les pages blanches de l'aspartame, c'est encore mieux. Et donc, que l'éditeur Sunshine Sentinel Press. Et donc, ce livre a 11 ans, de 2001. Et ça s'appellerait en français La maladie de l'aspartame, une épidémie ignorée. Dans ce livre que j'ai lu et relu et que j'utilise encore, il y a 1300 cas de victimes de l'aspartame avec chacun de leurs effets secondaires, tout détaillé. Et dans ce livre, vers la page 500, il y a un questionnaire pour faire des études de 9 pages que j'ai rempli de nombreuses fois avec des victimes d'abord en anglais et puis après je l'ai rempli en français et qui est aujourd'hui sur mon site parce qu'il faut. Et donc là, on remplit avec la victime ce long questionnaire et on voit tous les effets secondaires dont elle a souffert. Quand vous avez quelques personnes qui ont les mêmes effets secondaires, on peut se dire c'est une coïncidence. Betty Martini, elle a 150 000 dossiers. Moi, j'en ai à peu près 200, mais sans compter les gens que je rencontre ou les gens qui me contactent par mail. Et c'est toujours les mêmes symptômes qui reviennent. Donc, j'en suis arrivée au point, quand la personne me dit ce qu'elle a consommé, je sais déjà quels symptômes elle aura. Quand c'est que des chewing-gums, j'attends qu'il n'y ait pas trop de surpoids, qu'il n'y ait pas trop... Quand c'est beaucoup de boissons, il y a souvent de l'agoraphobie, c'est la peur de la foule. J'ai jamais eu d'agoraphobe au chewing-gum, c'est quand même extraordinaire. Et ça, je vais demander au professeur Ralph Walton s'il a des cas aussi aux États-Unis. J'ai pas d'agoraphobie au chewing-gum, mais aux boissons, oui. Alors, il n'y a pas que les boissons light, il y a les boissons pas chères, les jus de fruits à l'aspartame où il n'y a pas toujours marqué aux édulcorants, les limonades pas chères, pardon. On arrive en France à un point où les sodas de premier prix, c'est pas les grandes marques, hein, c'est les sodas de premier prix, hein, il y a toutes les sortes de marques, sont moins chers, 1,5 litre de soda premier prix à l'aspartame et à l'acésulfame K coûte moins cher qu'un litre d'eau. C'est le E950 qui est associé souvent à l'aspartame et qui est dangereux aussi. Et donc, c'est notre édulcorant. Et donc, du coup, les enfants qui ont 5 € d'argent de poche un mercredi après-midi vont acheter cette bouteille à 27 centimes d'euros d'1,5 litre de soda à l'aspartame pour pouvoir s'acheter les bonbons de grande marque derrière. Et dans l'après-midi, ils vont tout dévorer. 3-4 boîtes de bonbons et cette bouteille d'1,5 litre. Moins c'est cher, plus il y aura d'aspartame. Donc, je répète, moins c'est cher, plus il y aura d'aspartame. Parce que l'aspartame est un produit sucrant, un pouvoir sucrant énorme et il coûte pas cher. Donc, du coup, l'enfant va boire ça et puis va aller de pire en pire. Alors, le professeur Roberts, quand il faisait encore des émissions de télévision et de radio, disait que par le chewing-gum et par les bonbons, il y a un texte que je dois avoir quelque part, par les chewing-gums et par les bonbons, c'est comme la nitroglycérine sous la langue, ça va directement au cerveau par la salive. Et donc, c'est assez hallucinant au niveau comportement aussi. Je crois que j'ai le texte par là. Et là, lui, il est vraiment furieux. Donc, c'est cet article-là que je vais. C'est The Potential Hazard of Aspartame Absorption from Within the Mouth par le Dr Roberts. C'est du 28 juin 2004. Je pourrais vous donner les références. Et donc, du coup, il explique le phénomène et comment ça arrive directement au niveau du cerveau. Il y a aussi des articles sur la mort soudaine due à l'aspartame. On parle souvent par rapport à l'aspartame au glutamate d'arrêt cardiaque fulgurant après un repas ou après un effort physique. Et on a de plus en plus de sportifs de plus ou moins haut niveau qui meurent à la fin d'un match d'un arrêt cardiaque fulgurant. C'est lié à ces deux molécules et c'est prouvé et reprouvé, on ne va pas le dire. Corey Brackett était une femme qui était atteinte de sclérose en plaques en 2002 après 20 ans d'addiction aux boissons light et qui a découvert la vérité sur l'aspartame en 2002 par internet et qui s'est fait désintoxiquer. Donc je l'ai en photo là.
Et Corey Brackett s'en est sorti. Bon, aujourd'hui, il est complètement guéri, donc c'est la sclérose en plaques, et je vais vous en parler tout à l'heure, la sclérose en plaques. Et donc, elle est en photo là. Et donc, à l'époque, le film est sorti en 2004, il me semble. Elle a fait un film avec son mari, en allant filmer les plus grands experts, qui s'appelle Sweet Misery. Or, elle n'avait pas l'argent pour le sous-titrer, donc moi j'ai traduit bénévolement, et elle n'avait toujours pas l'argent pour sous-titrer, etc. Donc il y a une chaîne qui s'appelle Planète, qui a racheté les droits, je ne sais plus quelle année, il n'y a pas très longtemps, pour passer 50 minutes des 90 à la télévision, doublées avec des voix. Et là, il s'appelait Faux sucre, vrai scandale. Et il y a des liens sur mon site, en 3 liens, on peut voir le film. Là déjà, si vous regardez ça et que vous prenez un pour l'aspartame, c'est que vous n'avez rien compris, que c'est trop tard pour vous, vous pouvez retourner au supermarché. Donc, je pense plus rien. Mais bon, dans ce film, on voit le Dr Roberts, Dr Belloc, on voit des anciens chercheurs de la FDA, on voit des avocats, on voit des victimes. Hein. Ils ont enlevé une partie des victimes, forcément, mais bon, le film entier est mieux. Et après ça, elle a fait Sweet Remedy. Sweet Remedy est un film qui dure plus de 2 heures, qui est un peu long, malheureusement. Toujours pas traduit en français. Elle n'a pas l'argent pour le faire. C'est ça le problème, le nerf de la guerre, c'est l'argent, vous le savez. Et donc, du coup, dans Sweet Remedy, c'est ce qu'on peut faire une fois qu'on a pris trop d'aspartame, trop de glutamate et trop d'OGM, parce que les OGM aussi ont des problèmes sur la santé, et certains additifs sont dérivés d'OGM. Donc, la liste est assez longue, c'est énorme. Donc voilà, et là, c'est aussi un souci de santé. Et donc, Corey Brackett est complètement remise de sa sclérose en plaques. Et tout ça pour vous amener aussi au nouveau livre du professeur Woodrow Monté, qui avait fait un DVD sur la sclérose en plaques l'année dernière. Donc, ce livre, il est là. Il vient de sortir au mois de décembre. Et là, il explique le problème du méthanol et aussi du méthanol dans l'aspartame, car l'aspartame est composé de 3 composants. Il y a 50% de phénylalanine. Donc les industriels vont vous dire que c'est à l'état naturel dans les fruits, les légumes, etc., la viande rouge, oui. Et puis voilà, mais que dans l'aspartame, tout va bien. Le problème, c'est qu'à 50%, dans le film où on voit Dr Roberts qui parle là comme ça, là, il explique bien que c'est une inondation de phénylalanine au niveau du cerveau, et cette phénylalanine se décompose dans ce qu'on appelle en anglais DKP, dicétopipérazine, qui provoque les tumeurs cérébrales. Or, c'était prouvé sur des singes dès les années 1974 et sur des rats, bien avant l'autorisation de l'aspartame en 1981, sous Ronald Reagan aux États-Unis, d'abord dans les produits secs et après en juillet 83 dans les sodas. Donc ce livre, il en parle énormément, il parle beaucoup d'autisme, il montre aussi ce que fait le méthanol, et là ça va se compliquer, je suis désolée, parce que le méthanol, c'est pas que dans l'aspartame, c'est dans le tabac, la cigarette, c'est dans les jus de fruits, les jus de pommes, les compotes transformées, et tout le livre parle de ça. Donc là, il y a même des dessins assez éloquents, où on montre ce que fait le méthanol chez l'homme, chez la femme, pendant la grossesse. Et il y a une triste histoire. Donc ils ont été capables de dénicher une étude qui avait été faite dans les années 70 sur des lapins, des femelles qui étaient enceintes par rapport à l'aspartame. Et cette étude a été dissimulée pendant 35 ans. Donc cette étude est ressortie l'année dernière. Et donc si on n'avait pas dissimulé cette étude, il y aurait beaucoup plus d'enfants en bonne santé aujourd'hui, mais elle a été cachée. Et donc, du coup, le professeur Woodrow Monté a fait des études pendant plus de 30 ans sur ce méthanol. Et je suis en contact avec lui et c'est vraiment un grand bonheur et un grand honneur en même temps. Au dernier chapitre, que j'ai trouvé qui est là, il y a l'histoire de Joy. C'est une maman qui avait découvert les boissons light dans les années 83-84. Et comme il faisait chaud pendant sa grossesse, elle a bu 1,5 litre par jour pendant la grossesse. En 84-85. Et donc Joy est née sourde, aveugle, avec le cerveau déformé. Il était atrophié dans le crâne. Et cette maman a entendu parler du professeur Monté à la télé, peu de temps après la naissance de sa fille, qui est morte le jour de sa naissance d'ailleurs. Et donc elle est partie voir le professeur en larmes, avec une bouteille vide de cette boisson à la main et une enveloppe jaune. Et quand elle est arrivée dans le bureau du professeur Monté, la photo de la petite fille est tombée. Et Joy aurait 27 ans aujourd'hui. Elle est faite passer. Il faut le voir. Cette maman, si elle avait fait un procès, comme le dit le professeur Monté, on aurait pu sauver des millions d'enfants. Depuis 4 ans, j'observe les bébés d'aspartame en France. Quand je rencontre les mamans qui ont le nouveau-né dans la poussette ou dans le porte-bébé et qui mangent des chewing-gums. Ou qui ont bu des boissons light pour éviter XY problème. On fait croire qu'il ne faut pas grossir pendant la grossesse, donc on prend des produits à l'aspartame. Quand c'est en fin de grossesse, c'est trop tard, je dis rien. Quand c'est en début de grossesse, j'essaie d'aider la maman si elle n'est pas trop têtue, parce que l'aspartame rend têtue. Ça rend aussi psychorigide.
Les enfants ne comprennent plus rien. Oui, on va. Oui, c'est pas mal. Ouais. Donc ça, faites passer le bocal. Quand je montre ça aux enfants dans les écoles, c'est « Ah, on va les manger tout de suite !» Non, ils ont 5 ans. Ah bon? Et pourquoi ils ne sont pas moisis alors? Donc on cherche avec quoi c'est coloré, avec quoi c'est donc sucre, machin. Les enfants, on trouve le E, machin, le 133, c'est le bleu là. Et puis le jaune, c'est pas un œuf au plat, c'est pas un chien, c'est pas une fraise, c'est pas un cœur, c'est quoi? Et après les enfants qui aient 2 ans, 3 ans jusqu'à 20 ans, doivent deviner avec quoi c'est fait. En fait, passez d'abord, mais ne le mangez pas, ils ont 5 ans. Et donc ça moisit pas, et quand c'est vendu, la vente à emporter, ça m'énerve, c'est jusqu'à 28 € le kilo. Et là, tu veux un crocodile bleu, mon chéri, ou impossible une biche jaune? Ah, j'aime bien les crocodiles verts, maman. Ah bon? Et il y en a qui vendent ça 35 € le kilo. Tout l'été, sur les stands de marché, il offre un ballon en même temps aux enfants. Et l'hiver, ça tient pas trop au froid, donc il vend des chaussettes. Donc je vais faire un article qui va s'appeler bonbons aux chaussettes, je crois. Non mais c'est hallucinant. Moi, ça m'énerve. Donc du coup, je montre ça aux enfants. Vous avez, si j'ai par exemple 30 enfants, les yeux s'allument. Ah, les bonbons, parce que le colorant attire l'œil. Le bleu rappelle les vacances, le ciel, la mer. Les enfants, je leur demande. Hein. Le rouge, c'est génial. Si les bonbons étaient gris, verts et marron, on aurait moins envie. Parmi les enfants, il y a toujours un enfant hyperactif. C'est facile, hein, on le repère. Il saute sur place, il n'écoute pas, il donne des coups de pied à sa copine. Et donc, je le prends à côté de moi et je demande à l'enfant hyperactif de tenir ça avec le torchon autour. Et les enfants, ils ont encore ce souvenir du bonbon qu'ils ont tellement envie de casser le bocal, de le manger. Et donc, du coup, je regarde les enfants et je leur demande, vous êtes forts? Ah ouais, on est forts. Vous n'avez pas peur? Ah non, on n'a pas peur. Quand c'est des 7-8 ans, c'est génial. Et donc, je dis, vous voulez voir ce qu'il y a dans les bonbons? Ah ouais, mais j'adore les bonbons de toute façon, j'en mangerai toujours. Ok. Et là, le petit enfant, il est à côté, je dis, ok, à 3, tu retires le torchon. Et on va voir ce qu'il y a dans les bonbons. Alors, on est là, 1, 2, 3. Et on fait passer le bocal. Et les enfants, ils font comme vous. Ils font... Dans mon site, il y a un dossier sur la gélatine de porc dans le coin des enfants, où il y a cette fameuse vidéo qui était passée sur une émission qui s'appelait Les lourds dossiers du Light. Et donc, il y avait un reportage sur cette gélatine de porc. Donc, il y a un industriel qui, en Belgique, reçoit 150 tonnes de ça par jour. J'ai bien dit 150 tonnes. Et donc, c'est des palettes entières des abattoirs de l'Europe de l'Est. Donc, les cochons sont des cochons d'élevage industriel. Qu'est-ce qu'ils mangent, les cochons, dans les élevages industriels? Les cochonneries. Oui, entre autres. Des OGM, des farines, du soja, etc. Ils sont médicalisés, ils sont piqués aux hormones et aux antibiotiques et ça reste dans la graisse. Et donc, après, cette graisse arrive chez ce gentil monsieur qui est en bonne santé, lui. Je ne mange pas. Et donc, il jette ça dans une machine qui s'appelle... Non, il n'en mange pas. À un moment, il est là dans son petit frigo, il sort tous les produits. Alors, vous ne filmez pas, et puis il dit toutes les marques. Alors, le journaliste, il a flouté, mais c'est trop tard, il a dit les marques, l'autre. Et donc, du coup, il dit, ah ouais, machin truc, voilà, vous verrez. Mais moi, quand je fais ma mousse au chocolat chez moi, je ne mets pas de gélatine de porc. Hein. Mais il croit que l'autre, il filme pas. Bon, voilà, c'est grave. Et donc, ça, c'est avalé, digéré par une machine qui s'appelle Dinosaurus. Il faut le faire quand même. Dinosaurus écrit en gros en rouge sur la machine. Qui va broyer ça sur des tapis roulants. Ça passe dans des tuyaux avec des acides pendant 3 jours, j'ai bien dit 3 jours, et ça devient des filaments translucides. Après, ça passe sur un tapis roulant, il les tient à la main, vous avez vu ma gélatine de porc? Ça passe sur un tapis roulant, et c'est séché avec un énorme sèche-cheveux géant. Et là, on rajoute un peu de glutamate, mais ça, on ne le dit pas dans l'émission. Et c'est revendu 5 € le kilo à qui, vous en doutez, pour faire des bons becs. Le problème, c'est que, colorant plus glutamate plus machin, il y a des petits schtroumpfs qui ne sont pas très sympas. Donc, moi, je ne sais plus quoi faire. Il faut m'aider pour informer les enfants. Qu'est-ce que vous dites aux parents? Parce que moi, des fois, je vois des parents, j'ai envie de leur dire, vous savez, il faut dire quoi en... Il faut y aller doucement avec les parents parce qu'ils sont vraiment intoxiqués, eux. Donc, les plus durs à convaincre, c'est les 30-35 ans parce que là, ils en ont mangé depuis tout petit. Et là, il faut y aller doucement, quoi. Il ne faut pas leur sauter dessus, dire, vous mangez quoi, vous? Il faut y aller petit à petit parce que les parents, les enfants comprennent. Je sais. Donc là, c'est tout à fait ce que vous dites. J'ai un professeur au Sénégal qui est professeur d'imagerie médicale à l'université de Dakar, mais qui est en même temps président d'une association de consommateurs à Dakar. Et lui, il a un énorme problème. Il m'a contacté pour qu'on fasse une collaboration avec la Ligue sénégalaise des consommateurs pour lutter contre le glutamate monosodique. Et donc moi, j'ai répondu que j'étais d'accord, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire là-bas. Donc il me dit, je m'excuse pour la qualité de mon message précédent qui vous a été envoyé sur mon iPhone dans des conditions difficiles. Je suis professeur d'imagerie médicale à l'université de Dakar et j'ai créé en 2009 la Ligue des consommateurs au Sénégal.
Comme vous l'avez si bien compris, les populations ne savent pas pour la plupart lire. Pire encore, ils sont victimes d'une publicité mensongère et on assiste à une intoxication massive au glutamate vendu par quelques lobbies sous des dénominations, bon je le lis, hein, Magie Super, Cube Magie, Sasafai, Ajinomoto, Jumbo, Magikonos, Asia, Sorate, etc. Ces slogans très puissants sont utilisés dans des formules très captivantes à des horaires où l'information passe obligatoirement. Aujourd'hui, ces produits sont systématiquement incorporés à la cuisine à tous les repas. Je me tromperai peut-être de dire que seul le pain échappe à la règle. Le résultat, l'apparition de maladies jusque-là rares, voire même inconnues. Diabète de type gras, HTA, AVC, tumeurs, etc. Ces infections au traitement très onéreux sévissent à l'état endémique et sont des principales pourvoyeuses de mortalité chez l'adulte. Suite à des communications dans la presse orale et écrite, j'ai eu le soutien de personnes influentes, mais surtout des menaces d'industrie et grands commerçants. Je ne suis point intimidée, je ne suis plus que jamais décidée à mener cette lutte. J'aurai sûrement besoin de soutien et toute forme, mais surtout morale, scientifique et documentaire. J'ai tout envoyé. Le dernier qui m'a contacté d'Afrique, je ne sais pas où, sur Facebook, il me dit « Nous aussi en Afrique, on vous suit, madame, et nous sommes très reconnaissants de vos efforts, et merci de nous avoir réveillés de notre sommeil. » J'en ai un, il s'appelle Mustapha. Il me parle aussi d'une manifestation qu'il a créée au Sénégal pour dénoncer ces additifs-là. Et j'ai eu aussi une maman qui m'a envoyé un message aussi qui était très intéressant, qui dit « Je suis régulièrement vos messages aussi sur santé en danger. Je suis assistante maternelle. Je m'aperçois des dégâts sur les enfants à cause de la nourriture. Et j'ajouterai aussi les vaccins. Je suis persuadée que tout ce que vous dites et je vous en remercie. J'admire votre courage, votre détermination, car la bataille est rude. » Et une dernière. C'est une autre maman qui a mon livre aussi et qui n'arrête pas d'en parler autour d'elle. Elle a fait le tri dans ses placards. Et grâce à vous, elle me dit, pour les prochaines courses, j'emmène votre livre au magasin. Je vous prie de croire que je vais changer ma façon de manger. Merci pour tous ces formidables conseils. Donc l'idée est là, c'est de faire passer le message encore et encore et d'observer les changements, les améliorations de la santé chez les enfants, chez les adultes aussi. Hein. J'ai beaucoup de lecteurs qui vont mieux. Et de passer à une alimentation la plus naturelle possible, sans retoucher, si possible, à l'aspartame et au glutamate monosodique. C'est nous qui pourrons faire changer les choses. Et c'est vos articles qui, j'espère, diront la vérité, qui pourront faire changer les choses et ouvrir les yeux à des millions de lecteurs et des millions de consommateurs non avertis encore. Car l'éditeur que j'ai en Hollande m'a dit « Votre livre en France, Madame Bouger, aurait dû dépasser 1 million d'exemplaires. » On n'y est pas encore, hein? Je demande pas mieux. Voilà. Mais voilà. Donc si vous avez des questions, on a encore un petit peu de temps, je pense.